Quel est le secret d'un entrepreneur qui réussit? La réussite, c'est quoi? Est-ce que tout s'appuie sur des moyens ou bien la vérité est ailleurs? Bienvenue dans Croyance, le podcast interview des entrepreneurs en croyance qui créent la croissance. Écoute et apprends des meilleurs entrepreneurs du web pour comprendre les croyances profondes qui les habitent et ainsi utiliser leur meilleure stratégie de pensée pour toi et ton business. La famille, les amis, bonjour, bienvenue dans Croyance. Aujourd'hui, j'ai un invité très particulier et qui arrive de très loin. Et avant ça, vous le savez, cette émission ne peut vivre que si vous mettez des likes, des étoiles et des commentaires et que vous partagez au maximum. Merci pour votre générosité. Aujourd'hui, j'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir Michael Renaud, de son nom chinois Shi Yan Yu, le premier français et seul occidental à avoir vécu au temple Shaolin avant d'y être ordonné moine. Michael, bonjour. Déjà, juste la bio, c'est toute une histoire. Merci à toi d'être là aujourd'hui avec nous. Et bien, merci pour l'accueil. Et tu vois, je fais le salut du moine. Merci pour l'accueil. Michael, bienvenue. Et tu sais, dans Croyance, on aime les histoires atypiques et on aime les parcours atypiques. Et le tien, il est très particulier. Par où aimerais-tu commencer l'histoire? Eh bien, peut-être à partir de l'enfance, puisque qui nous sommes aujourd'hui dépend de d'où nous venons avant. J'ai connu un contexte familial particulier. Je n'ai jamais connu mon vrai père et ma mère a plutôt été du genre à me dire j'aurais mieux fait de chier le jour où je t'ai eu tout au long de mon enfance ou des choses comme ça. Que j'ai dû me débrouiller un peu tout seul. Enfant, j'ai fait des arts martiaux qui à l'époque étaient les arts martiaux japonais. Dans les années 90, c'est ce qui était à la mode. Ouais. Et j'ai commencé par le judo et le jujitsu. J'avais d'ailleurs une préférence pour le jujitsu parce que je le voyais plus applicable en situation réelle, en combat. Et j'en ai fait pendant 8 ans. Mais au bout d'un moment, quand j'allais chaque semaine à mes cours, je voyais des copains qui, avec leur vélo, leur bicross, qu'on appelle un BMX, sautaient des trottoirs et des bosses de terre. Et là, j'ai commencé à les suivre. Et ce qui restait un amusement pour eux a commencé à devenir une passion pour moi. J'ai commencé à aller sur les pistes vraiment faites pour ça. Et il y avait aussi ce qu'on appelle, comme pour quand on est en skateboard, des rampes en forme de U, qu'on appelle des half-pipes. Et j'ai commencé à m'intéresser plus particulièrement à cette discipline, à la rampe au half-pipe, jusqu'à devenir champion du monde à Cologne en 2001. Wow. Mais après ce titre, j'ai une rupture des ligaments croisés. Sans me demander mon avis, on m'a fait une ablation du ménisque pendant l'opération. Sans te demander. Au début, on me répare juste les ligaments. Wow. Et quand je me réveille, on me dit on a enlevé aussi le ménisque. Tu feras plus jamais de sport. Et donc pendant ma convalescence, je me suis posé beaucoup de questions et j'ai commencé à me réintéresser aux arts martiaux de mon enfance, mais plus particulièrement non plus aux arts martiaux japonais, mais aux arts martiaux chinois, parce que dans le monde des arts martiaux, Shaolin est vraiment une réputation légendaire, une réputation hors norme. Et ce qui me plaisait, c'est que, tu sais, nous sommes l'association de deux choses, d'un corps et d'un esprit. Il y a l'âme. D'ailleurs, la dissociation des deux, dans la langue des oiseaux, ça s'appelle l'âme hors du corps, la mort. Et nous sommes complets vraiment que quand on développe notre esprit en même temps qu'on développe notre corps. Si on est cultivé mentalement, mais que physiquement nous sommes dégradés, il y aura un décalage. De même que si on se développe vraiment à un haut niveau physiquement, mais qu'on ne se remplit pas la tête, on ne sera pas non plus en équilibre. Et ce qui me plaisait à Shaolin, c'est que on avait cette spiritualité, le bouddhisme, qui à tort ici est considéré comme une religion, parce qu'on aime bien mettre les choses dans des tiroirs et les classifier. Mais à l'origine, c'est comment comprendre sa psyché. C'est considéré comme une des premières psychologies de l'humanité. Comment fonctionne notre esprit, notre âme, nos caractères, nos perceptions. Donc ça, c'est élever son niveau de conscience. Et par la pratique des arts martiaux, fortifier son corps. Puisque même si effectivement c'est destiné au combat pour sa défense, on ne peut pas être un bon combattant dans un corps faible.
Ouais, tout à fait. Et alors, du coup, si je me permets de t'interrompre, par rapport à cette pratique des arts martiaux, qu'est-ce qui a finalement, quelle a été la croyance qui t'a poussé vers les arts martiaux? Est-ce que c'est justement l'environnement avec tes parents, peut-être ta mère, où effectivement elle avait pas beaucoup de considération pour toi? Ça a été quoi le déclic de te dire, c'est les arts martiaux que je vais faire en premier, et après il y a eu le BMX, mais est-ce qu'il y a eu quelque chose qui a été un déclic pour toi? Concernant la considération de ma mère, par exemple, quand je suis revenu, que j'étais champion du monde, je suis revenu de Cologne, il Hmm. était 3 heures du matin, je passe la porte d'entrée, je fais salut, je suis champion du monde, et elle me dit, va te coucher, demain il y a de l'école. Donc là, j'ai compris que je devais me débrouiller un peu tout seul. Et Hmm. ce qui m'a plu dans ce contexte Shaolin, j'avais beaucoup d'amis asiatiques quand j'étais à l'école, au lycée, Hmm. vietnamiens, cambodgiens, et je voyais qu'ils étaient de culture bouddhiste et que chez eux, il y avait peut-être pas forcément des moyens financiers, mais il y avait de la bienveillance, de l'attention, que c'était des familles fédérées et qu'il y avait aussi cette piété filiale. Hmm. Donc les parents faisaient ce qu'ils pouvaient pour leurs enfants et les enfants avaient quand même ce respect et ce côté fédéré famille Hmm. avec les parents, les oncles et les tantes. Donc Hmm. c'est ça aussi qui a commencé à m'attirer dans un premier temps. Et à 16 ans, 17 ans, je commençais à m'acheter des livres. Donc avec Lao Tzu, La Voie de la Vertu, Tao Te Ching. J'ai beaucoup apprécié aussi Sun Tzu, L'Art de la Guerre. Hmm. Et puis aller sur d'autres choses comme Chuang-Tzu, aussi des livres sur le bouddhisme, et à vraiment me plonger dans la culture. Et pendant ma convalescence, au début des années 2000, il n'y avait pas d'internet, il n'y avait pas de téléphone portable. Ouais. Et tous les mois, j'achetais les magazines mensuels sur les arts martiaux. Et un jour, j'ai vu dans un magazine qu'il y avait un moine Shaolin qui était venu de Chine et qui s'était installé à Paris. Hmm. Et il donnait un stage au mois d'août au temple Shaolin pendant 3 semaines pour découvrir les lieux, l'atmosphère, à pratiquer les arts martiaux. Donc, à ce moment-là, je lui ai écrit une lettre que j'ai timbrée, que je lui ai envoyée. Une semaine après, j'ai eu ma réponse. Et je suis parti à Paris, non sans GPS, mais avec ma carte papier, tout seul, comme ça. C'était vraiment ça à l'époque. On parle d'une époque où justement les jeunes d'aujourd'hui pourraient pas comprendre parce que aller justement à Paris avec une carte, on se dit aujourd'hui, mais c'est une hérésie quoi. Et c'est rigolo parce que les magazines dont tu parles, j'en ai acheté quelques-uns et justement dans cette histoire commune, j'ai moi-même pratiqué pendant à peu près 7 ans le ninjutsu, donc Oui, l'art du ninja. Et pareil, j'étais passé troisième dan, élève instructeur, etc. Et c'était vraiment, j'étais dans cette même dynamique à lire des magazines justement, à en apprendre plus, etc. Et les magazines, il y en avait un, c'était Budokai. Je sais pas si tu... ouais, Voilà, ouais. Budokai. Voilà. Et ce magazine-là, je l'ai beaucoup feuilleté aussi. Et c'est là où on retrouvait les événements. Il n'y avait pas de, tu vois, Facebook, tout ça n'était pas du tout développé, quoi. C'est là où tu retrouvais les événements, où tu avais C'est ça. l'adresse des différents magasins, où tu pouvais trouver un sabre, une épée, quelle C'est ça. compétition. Tu connaissais tout par les magazines. C'est ça. Et c'est comme ça que j'ai rencontré d'ailleurs mon premier maître, hein, donc que j'ai été voir à Paris avec cette fameuse carte papier. Donc je l'ai rencontré au mois d'avril 2004 et au mois d'août de la même année, je suis allé avec lui à Shaolin. Waouh. Et là, ça a été vraiment la révélation, c'est-à-dire tu as ces montagnes chinoises avec la brume qui s'écoule, et là tu as ces temples avec les toitures courbées qui s'élancent vers le ciel. Tu rentres dans des salles avec des grands bouddhas d'or devant lesquels s'élève la fumée des encens, et tu as ces moines qui, dans un profond calme, récitent les sutras au rythme du poisson de bois. Et tu retrouves cette complétude où là tu vas retrouver un calme, une plénitude totale dans une atmosphère quasiment mystique. Et en même temps, quand tu vas aller voir à d'autres moments pratiquer les arts martiaux avec une puissance et une dextérité hors du commun. Et là, on est vraiment dans le principe du yin et du yang entre le calme et l'immobilité intérieure qui est celle de l'esprit et le mouvement avec la puissance du corps qui lui l'héberge. Et Donc, c'est là, dans un environnement comme celui-là, c'est quoi les croyances que tu as dû te forger pour utiliser ces capacités? Parce que effectivement, tu vois, arriver dans une culture que tu connais pas, petit français qui arrive là avec ses codes de français, justement qui arrive chez les Chinois, c'est quoi les capacités sur lesquelles tu as dû travailler et aussi au niveau de tes croyances? Qu'est-ce qui a dû changer pour ça? Alors, en réalité, quand j'ai su que j'allais partir là-bas au mois d'avril, j'ai cherché à me documenter. D'accord. Il n'y avait pas Internet.
Pas Internet, donc j'allais à la Fnac et ce genre d'endroit D'accord. sans faire de la pub. Alors Mm. s'il n'y avait pas un livre, des DVD, un jour je tombe sur un DVD avec un maître qui explique toutes les bases des arts martiaux. Et moi j'apprends ça tout seul dans ma chambre, tu sais, avec les combinés où tu avais la télé, le magnétoscope dedans, tu faisais retour, lecture. Et j'avais pas, je me suis entraîné tout seul en tant qu'autodidacte. Et si tu Mm. veux, avec les documentaires et ces formations, moi ce que je me disais, c'est que je voulais être eux. Mm. Que tu vois, tu as celui qui est spectateur, qui s'assoit sur un banc, qui regarde, qui fait un petit peu, qui trouve ça marrant, comme si c'était un loisir. Bah, quand tu parles de ça, tu sais, à l'époque, il y avait les films de Jackie Chan. Donc, Ouais, le seul truc qu'on connaissait de Shaolin et du Kung Fu en lui-même, c'était un peu ça, quoi. C'était associé, moi, j'associe encore aujourd'hui Kung Fu à Shaolin, et il y avait Jackie Chan dans le trio, quoi, quand tu disais ça. Donc, effectivement, on avait peut-être une culture un peu pop, une vision un peu pop de ça, quoi. Et toi, tu l'as découvert comment? Enfin, quel a été le revers de cette culture? Est-ce que toi aussi, tu as déjà été impacté par les films, tout ça, ou tu t'es simplement plongé dans les livres? Hein? magnifique. Tu as bien fait de revenir dessus, puisqu'effectivement, pendant ma convalescence, après la rupture des ligaments croisés, un ami vietnamien m'a prêté un film qui s'appelait Il était une fois en Chine avec Jet Li. Ben ouais, la base. Ah ouais, Wong Fei-hong, donc il ah pratique ouais. les arts martiaux avec sa vertu morale et la connaissance de la médecine. Quand tu vois ce que je fais aujourd'hui, c'est assez marrant quand même. Et là, je le retrouvais à l'époque dans les tenues traditionnelles, avec son comportement de droiture, pleine Ouais. de vertu, avec la maîtrise de la médecine. Et ça, je l'ai regardé en boucle et j'ai trouvé ça incroyable. Donc la culture traditionnelle de la Chine, déjà, c'était impactant. Et après, quand tu parlais de Jackie Chan, bon, on avait tous les films de la Shaw Brothers. Ouais. Oula, Ouais. Jackie Chan dans les années 70 en avait fait énormément, et puis t'avais d'autres avec Dillon et puis Gordon Liu, et son maître. Enfin, c'était, puis c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, même si c'est bien, on est quand même dans du spectacle, alors qu'avant on avait la culture à travers des phrases, des poèmes Mm. et des proverbes. Donc oui, on avait des films qui d'un côté pouvaient paraître kitsch, mais tu avais des chorégraphies qui saccadaient, te faisaient comprendre à quoi servaient les mouvements, et tu retrouvais des phrases très profondes dans des poèmes et des citations qui permettaient aussi d'atteindre cette culture. Et d'ailleurs, souvent les films étaient par rapport à des histoires et des légendes culturelles et historiques qui Mm. nous, c'était un peu une école. Et donc c'est en m'intéressant à tout ça que je me sentais plongé dedans, je voulais porter la tenue comme eux, pratiquer les arts martiaux comme eux, comprendre la médecine comme eux et atteindre ce comportement de droiture et de vertu de morale Et comme eux. il y a un truc quand même dans la droiture, la morale, tout ce que tu expliques là. Tu sais, il y a vraiment un truc sur ben, la discipline. Et alors, moi, je suis assez tranché sur la discipline et j'aimerais t'expliquer pourquoi. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui viennent me voir en me disant, oui, moi, j'ai de la discipline, je fais des trucs, tu vois, très disciplinés. Et moi, j'ai plutôt tendance à croire que la discipline, c'est de la merde si tu n'as pas la volonté. Et pour moi, en fait, ce qui forge la discipline, c'est la volonté avec laquelle, et surtout la volonté amène l'énergie, qui va en fait faire et prendre corps dans la discipline. Parce que cette discipline, en fait, elle peut devenir très vite une friction et une frustration Ouais. si justement t'as pas la volonté toi-même d'y arriver et de la maintenir et de la tenir en place. Donc, ma question, c'est comment toi, petit Français, avec cette discipline de faire qu'ont les Chinois justement dans leur volonté de faire, comme tu disais, les mouvements avec puissance, etc. Comment toi, tu t'es adapté à ça en fait? Ah, c'est génial parce que c'est justement le mot que j'allais ajouter à la discipline. Ouais. C'est-à-dire, c'est discipline et adaptation. Parce Mm. que la discipline, c'est quelque chose qui est figé. Donc, ça permet, du côté bénéfique, à conserver un rythme et à être productif. Donc en ça, c'est bien. Sauf qu'il arrive parfois des événements différents, que ça se passe pas comme on l'avait prévu, etc. Et c'est là où intervient l'adaptation. D'ailleurs, il faut savoir que tout ce qu'on voit autour de nous qui vit sur cette terre, si c'est parvenu jusqu'à nous après des centaines de millions d'années, c'est grâce à un seul mot, l'adaptation. Mm. Tout ce qui n'a pas su s'adapter a disparu. Donc le pouvoir, le principe de la vie, de l'existence et de la durabilité, c'est celui de l'adaptation. Une volonté de faire sans adaptation, ça n'ira pas. Si on commence à être fatigué, qu'on tire encore, on va finir par casser. Donc il faut accepter peut-être de ralentir sur quelque chose, mais peut-être que c'est une opportunité aussi de s'approfondir dans autre chose.
Mais vu qu'on s'est fixé un programme avec cette discipline de fer, ça peut nous faire devenir un peu comme ces chevaux du 18e avec les œillères. Donc c'est vraiment top pour atteindre un projet. Sauf que des fois, s'il y a un rocher quelque part qui fait partie des œillères, si on l'ouvre pas, on voit pas qu'on peut le contourner par la droite ou par la gauche. Donc discipline, volonté et adaptation. Adaptation. Eh ben écoute, merci pour l'ajout. Effectivement, sans l'adaptation, même si on a de la volonté, on peut pas s'adapter et obtenir la discipline. Génial. Et en plus de ça, pardon, c'est que quand on a fixé notre plan de discipline au départ, quand on avance sur le chemin, il y a des choses qui au départ étaient valables et qui ne le sont plus après. Donc ce plan, au fur et à mesure de notre évolution, de notre développement, de l'avancée du projet, de tout ce qu'on prend en compte, sera adapté au fur et à mesure de notre progression, de notre avancée, de notre élévation. Et donc, tu arrives chez les moines. Alors, si tu pouvais nous parler un peu des conditions, parce que nous, on s'est rencontrés à la Tour Eiffel lors de l'événement de Steve, et ce qui m'a halluciné, c'est que tu es passé en fait du mode occidental au mode asiatique, chinois, oriental, et c'est 2 salles, 2 ambiances, j'ai envie de dire. Donc, si tu peux nous parler un peu de tout ce que t'as entre guillemets perdu, mais peut-être gagné aussi de l'autre côté, et de savoir comment justement tu t'es adapté à tout ça, quoi. Tu sais, quand tu dis perdu pour gagner, si une tasse est pleine, tu peux pas la remplir, il faut bien la vider pour pouvoir accueillir ce qu'il y a de nouveau. Quand ce principe-là, effectivement, il faut vider. D'ailleurs, on dit que celui qui est plein de désirs fait de la place pour les accueillir, que s'il ne les a pas, il est plein de trous. Quand on est plein de trous, on est à vide et qui est à vide se plaint. Waouh. Waouh. Les amis, repassez cette séquence plusieurs fois pour la comprendre. Et là, on est dans le langage des oiseaux. C'est tellement beau, tellement poétique et tellement profond que j'ai pas de mots. Franchement, c'est merveilleux. Et vas-y, continue. Du coup, je bois tes paroles, du coup, vu que ça se vide en moi et que je me remplis, que je deviens plein. Eh bien, d'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'il ne faut pas hésiter à s'adapter, parce qu'on fait souvent des erreurs, et dans ce fameux langage, on dit que c'est pas grave, puisque à chaque fois qu'on se plante, on pousse. Et pour revenir à la question précédente, qui était comment ça s'est passé quand je suis arrivé, à ce moment-là, quand on s'est vu à la Tour Eiffel, j'ai parlé de quand j'ai commencé à y vivre. Et j'ai commencé à y vivre en 2010, mais j'y étais déjà allé en 2004, en 2005, en 2006, au mois d'août. Et jusqu'en 2010, pendant 6 ans, j'ai fait des allers-retours chaque semaine. Moi, je suis à Troyes. Donc, Troyes-Paris, ça fait près de 400 km aller-retour chaque soir après le travail pour aller faire mes entraînements avec mon maître, revenir, et parfois aussi les week-ends. Wow. Donc, quand j'ai parlé des conditions à Paris, c'est après ces 6 années à faire des allers-retours en train chaque semaine à plus de 400 km. Et c'est là où mon maître, après avoir longuement insisté, m'a recommandé à son ami qui était devenu mon maître au temple Shaolin. Et là, effectivement, quand j'y suis arrivé, ça a été autre chose qu'un stage de 3 semaines, puisque j'y restais pour vivre et j'y découvrais la dure réalité qui régnait. Et donc, quand je suis arrivé, c'était au mois de février. Et le temple Shaolin, dans les montagnes, au mois de février, il fait jusqu'à moins 20 degrés. Waouh. Et là, je me retrouve dans une chambre avec une fenêtre, simple vitrage, où quand tu la fermes, elle colle pas, ça laisse passer l'air. Et là, t'as le vent glacial de la montagne qui rentre dans ta pièce. Et le soir, pour pouvoir dormir, je mettais une paire de chaussettes, un jogging, un jean, un t-shirt, un pull, le blouson, le bonnet. Et là, je m'enfilais sous la couette, je me mettais en boule, et chacune de mes expirations donnait la chaleur qui créait ce petit cocon douillet dans lequel j'étais. Et c'est là où je me suis dit, waouh, en fait, juste avoir un simple radiateur, c'est un pur bonheur. Et la deuxième chose, ça a été pour prendre sa douche, c'est-à-dire, il y avait une pièce à côté, mais quand je tournais, il n'y avait pas d'eau qui sortait. Donc je devais aller à l'extérieur et puis remonter des seaux d'eau d'un puits pour remplir un fût. Et j'avais une bouilloire à thé. Et pendant plus d'1 heure, bouilloire après bouilloire, je faisais chauffer le fût d'eau. Et après, j'allais dans cette fameuse pièce à côté de ma chambre où le simple fait d'enlever les vêtements, déjà la différence de température entre la pièce et ton corps provoquait une émanation de vapeur, de chaleur.
Et là, avec un bol de riz, je devais verser l'eau sur mon corps pour d'abord le mouiller, me nettoyer, me laver. Et tout en grelottant, c'est là aussi que je me rendais compte que c'est une véritable chance d'avoir un robinet. Et tu sais quoi? Que cette chance est encore plus grande parce qu'en plus de ça, chez moi, j'avais même l'option eau chaude. C'est là que tu te rends compte de la valeur des choses, quoi. Wow. Et le troisième point qui m'a fait vraiment encore plus me rendre compte de la valeur des choses, c'est quand tu as une petite bassine en plastique et que tu la remplis d'eau chauffée de cette bouilloire et que tu dois aller dehors, par terre, sur le sol glacé pour laver ton linge, et qu'au bout de 5 à 10 minutes, cette eau qui était bouillante devient glaciale et que tu finis par ne plus sentir tes doigts jusqu'à avoir peur d'engelure. Et tu te dis, waouh, mais quand j'étais à la maison, mes habits, je les mettais dans une boîte, j'appuyais dans un bouton et ils se lavaient tout seul. Ça s'appelle une machine à laver. Wow. Et je ne te parle pas de quand tu as envie d'aller aux toilettes, que tu as un trou et que Ah ouais. en réalité, tu restes prudent de pas t'éclabousser quand ça tombe dedans. Et là, tu te dis, waouh, j'avais de la porcelaine toute blanche, j'appuyais sur un bouton, tout disparaissait comme par magie et devenait aussi propre que si rien ne s'était passé. Donc tu comprends que en réalité, les choses les plus simples de la vie, ici, on a vraiment, on a une vie de roi. C'est-à-dire, même Louis XIV n'avait pas d'eau chaude, il n'avait pas de toilette, il n'avait pas de douche, il n'y avait pas de machine à laver. Et on a des conditions de confort, je le précise, de confort de vie physique qui, qui, qui n'ont jamais été aussi agréables dans le passé que nous, on les connaît aujourd'hui, même si, bien sûr, on sait qu'il y a d'autres problèmes ailleurs, d'autres difficultés ailleurs. Mais en tout cas, on a vraiment ces choses qui nous facilitent la vie et qui ont été pour nos ancêtres très compliquées depuis les temps les plus lointains. Carrément. Et tu sais, dans ce que tu racontes, il y a aussi cet aspect confort en fait à l'occidental qui fait que effectivement, on pense que c'est partout pareil. Mais toi, quand t'es arrivé là-bas, tu t'es pas dit, enfin, le premier jour où tu vis tout ça, tu t'es pas dit, mais qu'est-ce que je fous là? Sérieux? Je me suis demandé si j'allais tenir. Ouais, c'est ça quoi. Et puis t'arrives, je savais pas parler le chinois, je savais Ah juste ouais. dire bonjour, merci, au revoir. Wow. Au début, tu connais personne, hein, t'es tout seul, et puis t'es dans ces conditions. Donc en réalité, tu vois, c'est comme on dit, le plus dur, c'était pas d'aller en Chine, c'était de quitter la France. Tu vois, c'est de quitter ta zone de confort pour aller vers quelque part. Ouais. Et tu es dans ce que tu connais et tu arrives vers quelque chose que tu ne connais pas. Et le plus compliqué, c'est ta transition entre le moment où tu as quitté ce que tu connais et que tu commences à comprendre quand tu viens d'arriver ce que tu ne comprenais pas. Ce qui fait qu'au bout d'une semaine, 2 semaines, 3 semaines, bah, tu te rends compte que ces conditions de vie, elles te fortifient physiquement et mentalement. Et c'est là où tu comprends ces vieux films dont on parlait tout à l'heure, où les premières étapes, c'était pas de pratiquer les arts martiaux, mais c'était de mener des conditions de vie difficiles, avec des corvées difficiles, où tu devais soulever des seaux d'eau qui étaient très lourds, où là, tu commençais à avoir la force des bras, du corps, la volonté de les porter sur de grandes distances, d'arriver à endurer ce froid, où au bout d'un moment, ton corps ne grelotte plus, mais tu te sens super bien, c'est la forme. Et, et tu as petit à petit cette volonté de faire, de surmonter toutes ces choses qui te dérangeaient au début, tu les surmontes, tu les dépasses et tu te rends compte que c'est le début de ta formation. Ça te fortifie physiquement et mentalement. Et là, tu te dis que le confort, certes, est une bonne chose, mais question, est-ce qu'il m'affaiblirait pas physiquement et mentalement? D'ailleurs, qu'est-ce qu'on fait avec un soldat, un légionnaire ou quelqu'un d'autre? On le met dans des conditions de vie difficiles, dans le froid, dans le mouillé, sans sommeil, sans parfois manger, à faire de grandes distances avec du lourd. Alors au début, les plus faibles vont craquer et abandonner, et ceux qui vont rester, ça va être les vrais guerriers, les vrais chevaliers. Waouh. Et du coup, par rapport à ça, à cet aspect un peu guerrier qui a eu en toi, comment t'en es arrivé à avoir ce titre de moine Shaolin finalement? Quelles ont été peut-être les étapes, tu vois, préliminaires et à quel moment on t'a accepté déjà? Faut parler la langue, faut comprendre ce qu'il raconte. Et à côté de ça, ben, à quel moment ils se sont dit bon bah ok, le petit Français là, il fait des efforts, il est bien. Est-ce qu'il y a eu des étapes initiatiques et comment t'en es arrivé à devenir finalement moine? D'accord, c'est très intéressant, c'est-à-dire
À Shaolin, on a ce qu'on appelle les 3 trésors. En chinois, c'est Chan, Wu, Yi. Chan, ça symbolise le bouddhisme Mahayana, qu'on appelle du grand véhicule. Et donc, c'est comment s'affranchir des conceptions mentales pour, tu sais, c'est comme quand tu vois un chat, il est indifférent à tout ce qui se passe, mais il n'est pas inconscient. Nous, dans notre conception occidentale, on est très dualiste. C'est beau, c'est moche, c'est gentil, c'est méchant. Ça sent bon, ça sent mauvais. Demande à un chien si ça sent bon, si ça sent mauvais, ça sent. Donc, tu vois, ça permet en réalité d'arrêter de mettre des adjectifs sur les choses qui les qualifient. Les choses sont, tout simplement. C'est sortir de l'ego, finalement. C'est sortir de l'ego. C'est en sortant de l'ego, tu arrêtes de qualifier les choses, de leur mettre une valeur, puisque tout ce qui ne correspond pas aux valeurs que tu as choisies par toi-même, à ta culture ou à des croyances, tout ce qui n'y correspondra pas ne te conviendra pas. Or, en réalité, toute spiritualité, tout courant à l'origine religieux qui sert à relier d'ailleurs de son mot originel, si tu veux, ce sont des outils qui servent à sortir de la prison mentale. Mais dès le moment où on met des valeurs sur les choses, tout ce qui n'y correspondra pas sera rejeté. Et c'est comme cet exemple qui dit que ça, ce n'est qu'embellir sa prison, soit 2-3 encens avec une statue de Bouddha, soit d'une croix, soit d'autre chose, de ce qu'on a choisi, peu importe. En réalité, toutes ces choses-là sont des outils qui nous permettent de sortir de cette prison. Tu vois, c'est comme quand j'étais au temple, t'en as qui sont enfermés aussi dans la prison, c'est des encens, faut en mettre 3. Attention, si t'en mets qu'un seul, il y a un éclair qui va tomber du ciel, qui va te couper en deux, te foudroyer, c'est terminé. Non, t'as pas compris, c'est un principe, c'est une idée, c'est pas un enfermement. D'ailleurs, dans l'enfermement, on entendra, c'est l'enfer qui me ment, hein, l'enfermement. Ouais, l'enfermement. Et dès le moment où il y a l'enfermement, il y a le jugement, donc le jugement. Et d'ailleurs, tu te défais aussi des jugements, puisque le jugement ne définit pas la personne qui est jugée, mais la personne qui émet le jugement, puisque c'est témoin de son esprit critique et versatile. Mais revenons au point originel. Non, mais c'est très bien quand on divague comme ça sur les... J'adore. Mais c'est très bien de divaguer aussi, c'est bien. Ouais. Donc, on revient sur la question du départ. Tu me demandais par rapport pour quelle raison voilà, les différentes étapes initiatiques pour arriver là où tu es aujourd'hui, quoi. Ouais. Donc, je t'ai présenté le 3 trésors, le Chan qui sert à ouvrir la conscience d'esprit, se détacher des choses. Mais ça ne veut pas dire en ignorance, ne pas les ignorer, en être conscient, sans mettre de valeur. Le deuxième, Wu, les arts martiaux qui fortifient le corps. On dit qu'avec un niveau de conscience élevé et un corps solide et en bonne santé, dans tout ce qu'on accomplit, rien ne peut nous arrêter. D'ailleurs, tu verras que chez la plupart des bons entrepreneurs, ils vont beaucoup se cultiver, apprendre leur domaine. Donc ça, c'est la tête. Mais tu vas avoir aussi des entraînements à la salle. Ils vont faire attention plus à leur hygiène de vie parce qu'ils vont remarquer que si tu as un tabouret, il tient debout à partir de 3 pieds. Si tu as une bonne récupération avec ton sommeil, que tu as une bonne alimentation et du sport pour fortifier ton corps et que tu t'occupes de ton mental, tu es beaucoup plus compétent et ça te permet d'atteindre tes domaines. Donc déjà, les 2 premiers de Shaolin servent à élever la conscience, fortifier le corps pour arriver là où on veut aller. Et le troisième, c'est la médecine traditionnelle chinoise. Donc, en dehors de tous les problèmes qu'elle comporte, comme les plantes, l'acupuncture, les ventouses, le relâchement musculaire, articulaire, etc., elle va servir, avant de savoir utiliser ces outils, elle va servir à connaître son corps. La plupart des gens pensent vivre dans un appartement ou dans une maison. Or, le premier endroit où l'on vit, c'est dans son corps. Chacun connaît chez soi, sait où se trouve la salle à manger, la cuisine et les autres pièces. Mais qui sait où se trouve le foie, la rate, le pancréas, quels sont leurs besoins? Qu'est-ce qu'au quotidien, c'est favorable ou défavorable ce qu'on fait à notre corps? Donc ça va nous permettre aussi de nous connaître, comment notre pensée, notre psyché influe aussi sur notre physiologie et vice-versa. Et en deuxième, aussi d'être un apport, puisque entre naissance et mort, nous avons le choix entre soit être un simple ajout, comme 80% des êtres humains sur Terre, ou alors être un apport. Donc ça permet en même temps d'être un apport sur notre chemin de vie, puisque je me permets en même temps, notre chemin de vie, c'est entre naissance et mort, notre but, c'est notre réalisation personnelle. Et personne n'est inutile, tout le monde a un trésor en soi.
Et c'est à nous de l'exploiter et de l'amener au plus haut niveau, puisque être vivant, déjà, c'est une offrande. Et imagine être vivant sous forme humaine. On aurait pu être une mouche qui se tape contre un carreau ou une poule qui bouge la tête tous les jours. Oui, il y a plein de choses difficiles qui conviennent pas, qui rendent triste, en colère ou malheureux, ok. Mais n'empêche que être vivant sous forme humaine nous offre des opportunités extraordinaires. Et donner le meilleur de soi-même n'est rien d'autre que d'honorer l'offrande du ciel qu'on nous a fait d'être vivant sur cette terre sous forme humaine. Et je dirais même que, tu vois, c'est intéressant, quand on est, on apparaît. Quand on part, on disparaît. Apparaître, disparaître, on ne fait que paraître. Quand est-ce qu'on est réellement du verbe être? Ou peut-être que naître, c'est non-être, ce qui signifierait que nous sommes un être avant d'être incarné, euh, euh, justement choisi, puisque incarné, c'est rentrer dans la carne, dans la viande. Ça veut dire que nous sommes déjà un être avant d'être incarné. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle on dit qu'un jour l'être humain, et qu'à ce moment-là, les choses sont manifestées, puisque manifester, c'est fait avec les mains. Donc nous sommes un être avec un potentiel qui existe déjà avant que nous soyons incarnés, et on les manifeste en mettant notre volonté, notre discipline et notre adaptation, pour reprendre les mots de tout à l'heure. Et c'est donc, pardon pour le fait d'avoir étudié les 3 trésors de Shaolin, parce que la plupart des gens ne pratiquent. À Shaolin, c'est aussi pareil, 80% ne font que du kung-fu. C'est le plus impressionnant, c'est le plus beau, c'est ce qui attire le plus. Il y en a beaucoup moins qui apprennent le bouddhisme, même s'il y en a, et la médecine, c'est très peu. Et en réalité, à Shaolin, ceux qui s'intéressent aux 3 trésors, on n'est même pas 5%. Et moi, j'ai étudié les 3 trésors, et c'est peut-être ça aussi qui a fait que quand j'ai demandé à mon maître, traditionnellement, tu étudies au bout de 3 ans, tu étudies pendant 3 ans, au bout des 3 années, tu demandes à ton maître que tu veux être ordonné, si lui, il est d'accord, s'il le veut bien, et c'est lui qui va dire oui ou non. Et au bout des 3 années d'apprentissage, où j'ai vécu d'ailleurs dans le temple, parce que tu as d'autres occidentaux qui vont à Shaolin, mais qui vivent dans des écoles à l'extérieur ou dans un village à côté du temple, où tu peux rentrer, sortir la journée et faire tes séances de kung-fu. Mais vraiment à vivre dans le temple, à avoir sa chambre, à se lever le matin à 4 heures pour aller faire ton heure à réciter les sutras dans la salle dont on parlait tout à l'heure avec tous les moines, à s'entraîner le matin, le midi, le soir dans le temple, apprendre les arts martiaux, la médecine, le bouddhisme pendant 3 ans, et à commencer à atteindre un niveau de compréhension et de maîtrise dans les 3 domaines. Il n'y a pas eu d'autre occidental qui l'a fait. Et c'est comme ça, c'est la raison pour laquelle, au bout des 3 années, quand j'ai fait la demande à être ordonné, elle a été acceptée. Et c'est en mars 2013, après 4 semaines de cérémonie, qui allait de 3-4 heures du matin jusqu'à 21, 22, 23 heures suivant les jours. On récitait les sutras, on avait des cours sur des sens cachés du bouddhisme ou même les tenues. Pourquoi les moines portent une grande toge? Tout simplement parce que, vu qu'ils ne voulaient avoir aucune possession, puisque l'origine de nos souffrances, c'est nos attachements. Donc avec une grande toche, c'est ton habit le jour, c'est ta couverture la nuit. Avec un bol parce que ça te permettait de manger avec, et tu avais ce qu'on appelait ce bâton avec ce qui ressemble un peu à une pelle quand c'était en pèlerinage. D'ailleurs, tu as vu pèlerinage, une pelle. Et le pèlerin, c'est celui qui pèle ses peaux, puisqu'au fil du pèlerinage, tu traverses par toutes les étapes, le froid, la faim, pas d'endroit où dormir, le ventre vide. Donc, t'es triste, t'en as marre, t'es en colère, tu vas abandonner, tu pèles tes peaux de Lego. Donc, tu vois, le pèlerin pèle ses peaux de Lego en pèlerinant avec cette pelle qui lui permettait de préparer le soir l'endroit où il allait camper. Aussi se défendre des animaux sauvages, parce qu'avant, dans ces régions, on croisait des tigres, des ours. Tu vois, on n'était pas en train de taper un texto sur Instagram ou Facebook, hein, après la photo et de l'envoyer. Donc c'était une vraie mission. Et quand tu rencontrais, pareil, des brigands de grands chemins, c'était aussi ta défense. Eh ben, franchement, parcours initiatique, histoire. Là, c'est vraiment le parcours du héros. Tu sais, partir de très très loin. Il y a des épreuves qui t'attendent et au final, finalement, t'es récompensé. Et toutes ces étapes, aujourd'hui, tu reviens en France. Euh, Comment tu vis ce retour en France? C'est quoi justement les croyances auxquelles tu es confronté quand tu reviens ici? Bah, tu vois la société, elle a peut-être changé et ton regard, tes croyances, tout ce que tu as en toi a changé. Comment tu vis ce retour en France aujourd'hui? Ma première année a été très difficile. Hmm. En premier, par rapport au relationnel humain. Hmm.
C'est-à-dire, en France, on a un regard très, très critique sur les choses et sur les autres. Donc, par exemple, la Chine, on va lui donner un regard très critiqué, communisme, etc. Ouais, la culture, révolution culturelle, elle a été brisée. Sauf que quand tu regardes, la Chine, c'est comme l'Inde. Ça fait plus de 5000 ans qu'ils ont la même écriture avec les mêmes caractères, même s'ils ont évolué. Alors, il y a une rupture culturelle, qu'ils disent les mêmes mots, qu'ils ont les mêmes divinités, qu'ils ont les mêmes rites, qu'ils ont la même piété filiale. Et toutes les anciennes cultures ont une piété filiale très resserrée, où on va vraiment avoir des liens familiaux très unis. Pareil pour les liens de groupe. D'ailleurs, on remarquera que ces communautés, quand elles arrivent en France, elles sont toutes ensemble, font des commerces ensemble, se prêtent l'argent ensemble, s'entraident ensemble, travaillent ensemble, s'élèvent ensemble, pardon. Et même s'ils ne partent de rien, tu vois qu'ils arrivent à faire des choses assez élevées grâce à cette communauté, ce lien. Ici, j'ai plus retrouvé des fois cette mentalité à la française où c'est son problème, c'est pas le mien, il a qu'à se démerder, de toute façon, lui, c'est qu'un con. Et tu vois de l'agressivité dans les propos, dans le regard et dans la distance qui est créée aussi par rapport à ça. Et aussi, quand tu es dans ces genres de pays, tu retrouves la même chose qu'aux États-Unis, c'est-à-dire la réussite est valorisée, est mise en avant. Toi, les personnes qui accomplissent des choses, on va parler d'elles, on va dire c'est incroyable, c'est de bons exemples à prendre. Pareil sur la culture et l'histoire. Ici, si tu as fait quelque chose d'honorable, t'es taclé tout de suite pour que la personne qui a le syndrome de la faible estime de soi, en te taclant, te mette en dessous pour avoir l'impression, j'ai bien dit l'impression, d'être au-dessus de toi. Donc tout ce qui fait de toi une personne bien, ta réussite, c'est ignoré, c'est passé sous silence. À contrario, on va s'amuser à te critiquer, chercher le truc. T'as vu ton lacet de gauche, il est pas aussi bien fait que le lacet de droite. Hein. Oh, t'es un vrai charlot, toi, dis donc. Hein. Et tu vois, ils vont chercher le truc ridicule comme ça pour... Et ça, c'est vraiment le truc à la française. Là, tu dois sans prendre position, ni dire j'aime ou j'aime pas, être d'accord ou pas d'accord. Tu regardes un mec comme Elon Musk qui part de l'Afrique du Sud, il arrive au Canada avec 200 $, ensuite il se pointe aux États-Unis. On connaît l'histoire, PayPal, SpaceX, etc. Je saute les étapes, hein, mais tu vois quelqu'un qui réussit pour les entrepreneurs, même si on sait qu'il y a certains points où on peut discuter. Bref, le mec, on se dit waouh. Regarde celui qui tient LVMH chez nous, comment on parle de lui. Tu te rends compte, c'est une honte, l'argent qu'il a, il devrait tout donner aux pauvres et machin. Voilà, c'est tout à fait représentatif de l'état d'esprit français. T'es aux States, t'arrives avec ta Lamborghini, on va dire, ouais, il a bien réussi, lui. T'arrives ici avec ta Porsche, on va te la rayer, on va dire, il se prend pour qui, celui-là? Alors, justement, parle-nous de ça. Là, je te conclue avec une dernière phrase qui est un bel exemple, si tu veux, et c'est beau en même temps, c'est-à-dire, c'est cet enfant qui est dans un parc avec sa mère. Et tu as ce petit enfant qui cherche à grimper à l'échelle, à descendre du toboggan. Et quand il chute, sa mère, elle va lui dire ici, c'est bien fait pour toi, je t'avais dit de pas le faire. Ouais. Et par contre, tu vas à l'étranger, comme j'ai vu dans d'autres pays, c'est vas-y, t'y étais presque, recommence mon fils, tu vas y arriver. Donc voilà, pour répondre à cette question du retour en France par rapport à l'état d'esprit, le relationnel, où vraiment il m'a fallu longtemps pour m'y faire, et de la sagesse et de la bienveillance des grands maîtres, je me suis retrouvé à quelque chose d'assez rustre et qui cherche tout le temps à te rapetisser. Ben, je crois que tu as tout résumé en fait, parce que effectivement cet aspect-là, il est extrêmement limitant en France. La réussite dérange, et tu parlais justement de réussite aussi matérielle, parce que tu peux avoir une réussite spirituelle à l'intérieur, mais la réussite matérielle est encore plus dérangeante parce que faut pas la montrer, comme tu disais avec l'exemple de Bernard Arnault sur LVMH. Aujourd'hui, il y a aussi une croyance qui est que ben en fait il vaut mieux rester humble et peut-être par procuration rester pauvre. Donc moi je sais que justement c'est pas antinomique et que t'en es la preuve. Aujourd'hui, si tu pouvais J'ai nous parler, vas-y. Alors vas-y. C'est-à-dire, bon, tu vois, j'ai eu mon maître en France qui m'a amené à mon maître à Shaolin et ainsi de suite. J'ai eu aussi un autre professeur après qui un jour m'a dit cette phrase. C'est-à-dire qu'on a le droit de s'octroyer ce qui nous est dû, mais qu'il faut pas non plus péter plus haut que son cul. Par exemple, tu vois, la richesse dans le bouddhisme, on voit toujours quelqu'un qu'il faut rester les jambes croisées sous un arbre
Eh bien, il faut savoir qu'en réalité, le Bouddha, c'était Siddhartha, et que c'est quelqu'un qui a réellement vécu, qui a subi différentes tentatives d'assassinat parce qu'il était pour l'égalité des êtres. Et dans une Inde où tu avais 7 castes, ça n'a pas plu aux sadhus, ils ont essayé de le tuer, l'assassiner. Il était pour l'égalité homme-femme. D'ailleurs, c'est le premier à avoir eu des disciples femmes avec sa tante et toutes ses amies, et puis les autres, on a essayé de l'assassiner pour ça. Et quand il y avait des gens qui venaient, qui étaient très riches, avec des sultans et autres, on lui demandait est-ce que ma richesse est un problème, maître? Il dit non, c'est pas d'avoir de l'argent qui est un problème. C'est ce que tu peux faire de cet argent qui en devient un. Si toi, tu ne manques de rien, mais qu'en même temps, tu peux permettre à d'autres personnes d'améliorer leur existence et d'élever leur niveau de vie, alors c'est super. Et ça veut dire que tu es une bonne personne au début et que ce critère de richesse n'a fait que l'amplifier puisque ça a rayonné sur les autres. Mais si tu gardes tout pour toi, que tu le sers pour faire, tu l'utilises pour faire la guerre, le mal, etc. Toi, c'est l'exemple du couteau. Avec un couteau, tu coupes des légumes, c'est un outil. Avec le même couteau, tu plantes quelqu'un, ça devient une arme. Le problème n'est pas le couteau, mais l'utilisation qu'on en fait. Donc, on a le droit de s'octroyer ce dont on a besoin à juste valeur quand on peut se le permettre. De même que ça sert à rien de s'acheter un sac, je ne nommerai pas de marque, qui vaut plusieurs milliers d'euros, alors qu'en fait, on a des moyens de vie qui sont pas à la hauteur. Je reçois des gens au cabinet qui brassent plusieurs millions d'euros. Si je connaissais pas leur profession, je les vois avec un jean tout pourri, des vieilles baskets, un pull usé. Je me serais jamais douté de ce qu'il fait, de qui il est la personne. A contrario, je vois des gens qui n'ont pas une existence extraordinaire, mais qui vont arriver avec la dernière paire de baskets, le dernier sac. Donc ouais, on a le droit de s'autoriser à ce qu'on peut se permettre, se priver de tout alors qu'on y a droit pour faire plaisir à ceux qui émettent le jugement dont on a parlé tout à l'heure avec le regard critique. Pourquoi leur faire plaisir à ces gens-là? S'ils avaient un amour inconditionnel, ils nous encourageraient avant de commencer, ils nous féliciteraient à l'arrivée et diraient waouh, c'est génial tout ce que tu fais. Donc on va pas se priver pour faire plaisir à ceux qui ont un regard critique à notre égard. On s'octroie ce à quoi on a droit, on va pas chercher plus que ce qu'on ne peut pas faire, on vit à notre niveau de vie et puis on emporte les autres ensemble sur notre bateau. Eh ben, je crois que tu as répondu à la question. Donc, le sujet est clos. Merci. Merci. Alors, on pourrait continuer encore longtemps. Ça fait déjà 40 minutes qu'on est ensemble. Wow. Ce que je te propose, c'est qu'on passe au quiz croyance, parce que là encore, il y a sûrement de la matière. Tu vas pouvoir nous apporter encore tes éclairages et tes sagesses, parce que vraiment, Est-ce que la matière, on peut revenir dessus? Alors, et après, on passe au questionnaire. Ça marche. Vas-y. Puisque la plupart des êtres humains cherchent le sens de la vie. Et cette fameuse langue des oiseaux dont on parlait tout à l'heure recèle le sens caché des mots. Et d'ailleurs, ce qui est caché est secret. Les secrets, c'est là où ça se crée. Et tu viens de parler de la matière à l'instant. On dit que nous sommes dans l'univers, et dans univers, on entendra univers. On est tous unis vers quelque chose. Et que dans cet univers, tout ce qui nous entoure, c'est la matière. Et maintenant, dans la matière, on entendra l'âme à tiers. Et s'il y a un tiers d'âme, c'est qu'il y a 2 tiers d'autre chose. Et c'est pourquoi jadis nos aïeux parlaient de animus corpus spiritus, qui signifiait l'âme, le corps et l'esprit. On trouve la même chose en Chine, dans le bouddhisme, etc. Et donc, puisqu'on parlait d'âme, de corps et d'esprit, on ne parlait pas de mourir, mais de trépasser, puisque trépasser, c'est faire 3 passages. Et 3 passages, c'est un passage pour l'âme, un passage pour le corps et un passage pour l'esprit. Si on passe quelque part, ça veut dire qu'il n'y a pas de fin, mais une continuité sous un autre état. Et dans la langue, on remarquera qu'à chaque fois qu'on change d'état, on tombe. Puisqu'on tombe amoureux, on tombe malade, on tombe enceinte, et on tombe raide mort, où ça? Dans la tombe. Et si la tombe est un endroit où on change d'état, c'est à partir de là, on ne parlera plus de la mort, mais de l'âme, L'AME, or HORS. Et puisque ce langage nous sert à comprendre le sens de la vie à travers le sens de la mort, on va regarder le sens des lettres. Et par exemple, la première lettre de ce mot, la lettre M, tu vas voir où je vais en venir. La lettre M symbolise la naissance, puisqu'il a bien fallu qu'on naisse déjà pour arriver. Et on y verra une femme, les genoux à terre, les mains à terre, et le pic du M, c'est son ventre bien rempli. Et c'était aussi le signe de la vibration de maman. Donc souvent, on y retrouve aussi ça. Avant, on avait les 5 éléments, mais l'Inquisition a occulté le 5e. Normal, le 5e, c'est la quintessence. Après la lettre M, on retrouvera le O pour l'élément eau, le R pour l'air et le T pour la terre. L'élément manquant, c'est le feu, mais ça tombe bien parce que celui qui est mort, c'est celui qui y est. On disait feu un tel de quelqu'un qui n'était plus, et aussi qu'il s'éteignait.
Ce qui signifie que si on s'éteint quand on s'en va, c'est qu'on est vivant quand on est là. Si on parle de feu, si on parle d'allumer quand on est là, qu'on parle de lumière et qu'on parle de l'âme or qui est donc dedans quand on est là, on comprend que notre chemin de la quête existentielle est celle de l'élévation de l'âme et de l'esprit à travers nos accomplissements et nos cheminements. Voilà, quand tu parlais de la matière, je trouve intéressant d'en venir à là. Ça donne le sens de notre existence, de notre âme dans ce corps, de cette intention immatérielle, de la vibration qu'elle génère et qui se matérialise à travers les mots qui sortent de notre bouche et les actions qui sont menées par notre corps. Wow. Ça fait tellement sens avec tout ce que je lis et j'entends depuis des années. Quand tu le dis en fait comme ça simplifie tellement les choses et je me dis, mais en fait c'est comme si tout ce que tu venais de dire, je le savais déjà, mais ça prend corps et justement dans la matière, puisque là tu viens de l'expliquer et je me dis bah ouais en fait tout ça a énormément de sens et de profondeur surtout. Donc grand merci maître, un grand merci. Et franchement, on va continuer comme ça parce que j'ai encore des questions à te poser pour la suite. On va passer au quiz croyance, qui est un quiz dans lequel on va répondre en mode Thierry Ardisson. C'est réponses courtes, brèves ou développées, suivant l'inspiration qui te vient. D'accord? Donc c'est toi qui décides. Et c'est une série de questions. On commence tout de suite avec la première, qui est c'est quoi la croyance la plus importante que tu as apprise d'une personne que tu respectes? La croyance la plus importante, c'est de croire en soi. Puisque tout ce qu'on fait viendra de nous. Il est inutile d'attendre de briller dans le regard des autres. Au bout d'un moment, on comprend que c'est pour soi-même qu'on le fait. Et pas parce qu'on ne respecte pas les autres ou qu'on les rejette, mais parce que c'est notre chemin existentiel. Il faut d'abord croire en soi. Qui ne croit pas en soi n'ira nulle part. C'est comme celui qui se dit avant de commencer, j'y arriverai jamais, il s'auto-programme à ne jamais y arriver. Et celui qui se dit, j'y arriverai, quoi qu'il arrive, rien ne m'arrêtera, j'y arriverai, c'est celui qui arrivera. Donc il faut déjà croire en soi. Wow. On garde ça. C'est quoi la croyance parentale qui t'a le plus impacté dans ta vie? En réalité, j'ai pas eu d'enseignement, je me suis élevé tout seul. Tu sais, moi, les phrases auxquelles j'ai eu droit, c'est comme je t'ai dit tout à l'heure, vu que j'ai jamais eu de vrai père, quand j'arrive à la maternelle et j'ai vu au début les autres enfants avec deux parents, je dis, bah, comment ça se fait qu'ils ont un papa et pas moi? Et moi, elle me répond, c'est parce que toi, je t'ai trouvé dans une poubelle. Et toi, j'étais petit, j'avais 3 ans. Après, je t'ai raconté l'exemple du BMX, quand je reviens champion du monde, elle me dit, va te coucher, demain, il y a de l'école. Tout mon parcours du BMX, de Shaolin, quand je suis revenu en France, on n'en a jamais parlé. Mais toujours à me dire, disons que t'as perdu 4 ans, t'as perdu 5 ans de ta vie, t'aurais mieux fait à travailler, cotiser pour la retraite, donc toutes ces croyances limitantes. Et quand j'ai ouvert le cabinet, là, on m'a dit, ça y est, il serait peut-être temps que tu fasses enfin quelque chose de ta vie. Donc, tu vois, ça, ce que ça m'a appris, tiens, voilà, la réponse me vient comme ça. Ouais, Le iCloud de l'univers, il a envoyé l'info. c'est ça. Il faut écouter la voix que nous chuchote notre cœur plutôt que d'écouter la voix que nous chuchote l'entourage. Eh ben écoute, on la garde celle-là, elle est géniale. Ok, merci pour la réponse. C'est quoi la croyance dont tu te serais bien passé dans la vie? Nous faire croire que l'existence, c'est de 0 à 3 ans, t'es à peu près libre, mais après, tu vas enchaîner maternelle, primaire, collège, soit lycée, apprentissage, travailler pendant 40 ans, cotiser, faire crédit maison, promener le chien le dimanche, attendre d'avoir 60 ans, être en retraite, mettre des charentaises et rester devant sa télé en attendant de s'en aller. Voilà, ça, c'est la croyance qu'on veut nous visser dans la tête des gens. Or, la vie se vit. Tu vois, et j'ai même eu quelqu'un qui, une fois, à 54 ans, il vient me consulter, il me dit, waouh, mais quelle chance vous avez eu des rêves. Et tu te rends compte du truc. Ça veut dire que lui, il a jamais rêvé. Et tu vois, ça, c'est aussi des croyances limitantes qu'on vise dans la tête des enfants dès le début, c'est-à-dire, tu connais le principe de l'énéagramme et du profil du rêveur. Tout ce qui existe autour de nous, le mec qui a inventé une ampoule alors qu'on était avec une flamme du bougie, fallait y aller quand même. Donc en fait, tout ce qui existe dans le monde matériel des êtres humains a été inventé, créé, matérialisé par le profil du rêveur. S'il n'y avait pas eu le rêveur, ça n'existerait pas. Et à l'école, on tacle justement ces enfants qui rêvent en leur disant, toi, t'as encore la tête dans les nuages. Ou en leur disant, la curiosité est un vilain défaut. Sauf que quand tu es curieux, tu te poses des questions. Quand tu te poses des questions, tu cherches les réponses. Quand tu trouves les réponses, tu comprends les choses. Quand tu comprends les choses, tu élèves ton niveau d'appréciation et de création. Donc,
Tu vois, c'est vraiment ce schéma de quoi il faut se défaire et vivre, aller là où ça nous amène. C'est quoi la croyance que tu entends le plus chez les entrepreneurs? C'est de consacrer toute sa vie qu'à ça. Et le problème, c'est que ce qu'on va constater au bout d'un moment, c'est que nous sommes des êtres sociaux. On n'est pas un reptile qui sort d'un œuf comme la tortue qui court tout de suite dans l'océan. Nous, on est des mammifères. Et dans les mammifères, tu as les mammifères solitaires, comme le tigre qui vit seul, et les mammifères de groupe, comme le lion, l'éléphant, le singe. Et nous, mammifères de groupe, on a besoin d'interaction sociale. À ne faire que travailler, on va finir par s'isoler. En s'isolant, vu qu'on n'a plus d'interaction sociale, on va commencer par être triste, malheureux, puisque avoir une femme si on en a une, ou des bons amis, etc., c'est hyper important. Et dès le moment où on va commencer à avoir cette perte relationnelle, on va commencer à être moins épanoui, ça nous rendra moins productif. Et dans la discipline dont tu parlais tout à l'heure, il faut aussi, je choisis bien ce mot, il faut aussi s'autoriser. Parce que en réalité, quand on est des gros bosseurs, moi j'ai aussi ce problème. Des fois, si je prends une demi-journée ou quoi, je culpabilise parce que je me dis, j'aurais pu travailler, faire ça à la place. Du coup, je suis pas productif. Et donc, il faut se rendre compte qu'on a ce problème. Ce problème est une qualité, elle nous permet d'avancer, mais que cette qualité peut jouer contre nous quand ça nous empêche de respirer et de vivre des choses. Donc, il faut aussi s'octroyer dans ce travail des moments agréables avec des proches et s'autoriser avant à se dire ne culpabilise pas parce que t'es pas en train d'avancer sur ton projet. Ça fait aussi plaisir et du bien de changer d'idée et peut-être même que la personne avec qui tu es, il va y avoir une conversation, un échange et tac, un déclic qui va te faire encore mieux faire le projet sur lequel tu es en train d'aller. Exactement. Et tu sais, moi, j'associe beaucoup ça aux sportifs de haut niveau. Parce que, en fait, les sportifs de haut niveau ont justement inclus la récupération en partie intégrante, en fait, de leur entraînement. C'est-à-dire que sans récupération, il n'y a pas de performance. Ouais. Récupération physique, récupération mentale. C'est ça. Regarde, un esprit agité est un esprit perturbé. Un esprit immobile est un esprit apaisé. Donc cet esprit doit être immobile pour pouvoir être apaisé, avancé. Or, il est dans un corps qui, lui, est bien vivant. Et tout ce qui est vivant doit être en mouvement. Nous, si tu veux, dans notre époque, on vit un peu à l'inverse de ça. C'est-à-dire, on a un corps physique qui est plutôt sédentaire, avec un esprit qui est sans arrêt agité par tout ce qu'on connaît. Sachant cela, on va chercher à trouver au mieux l'équilibre entre les deux. Exactement. C'est quoi la croyance qui te fait le plus rire? Quand tu l'entends, tu te dis, oh, attends. Allez, je te dis celle qui me vient en tête. C'est t'as le temps. Oh, t'as le temps. Ah ouais. Sauf que, tu vois, on a parlé tout à l'heure, on a pris des exemples comme Elon Musk et Arnaud pour LVMH. Tu sais, aussi riche soit-on, on peut s'acheter un grand nombre de maisons, de voitures, des gros comptes en banque. Mais aussi riche soit-on, on ne rachètera jamais le temps qui passe. Et j'avais un maître qui disait que le temps qui est passé est perdu, le temps qui est perdu ne reviendra jamais. Et en réalité, ce qu'on a de plus cher, c'est le temps. Et les gens qui disent, vas-y tranquille, t'as le temps, remets ça plus tard, t'as le temps. Et par ça s'appelle passer sa vie à passer à côté de sa vie. Et ça devient les gens qui, à un âge avancé, sont pleins de regrets. Et ceux qui ont plein de regrets et plein d'amertume sont les gens aigris qui pourrissent la vie des autres. Alors, dernière question de ce quiz. Quelle question aurais-tu aimé que je te pose ici que je ne t'ai pas posée? Ok, selon toi, pourquoi nous sommes-nous rencontrés lors de cet événement Légende personnelle à la Tour Eiffel? Et parce qu'il y avait du monde dans cette salle. Exactement. Il y a des liens qui sont créés, d'autres pas, des contacts qui se sont faits ou pas. Tiens, c'est une question intéressante d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle... Laisse-moi te la poser. Selon toi, qu'est-ce qui fait qu'on s'est rencontrés à la Tour Eiffel et qu'on a tissé du lien ensemble? Qu'on est sur la même fréquence vibratoire. Tu sais, ce qui paraissait mystique avant se vérifie, se mesure aujourd'hui. Avec un électroencéphalogramme, quand on le pose sur la tête de quelqu'un, suivant qu'il ait des pensées de nostalgie, d'amour, de colère, etc., on le mesure avec une fréquence. Ce qu'on remarque, c'est que quand cet électroencéphalogramme n'est pas sur la tête, mais en distance, on le capte encore. Ce qui veut dire que notre fréquence émotionnelle, on l'émane.
si on émane cette fréquence émotionnelle et qu'une émotion a une fréquence, tu sais, c'est comme la radio, avant on tournait le bouton pour tomber sur la bonne station. Ouais. Et ben, quand on est sur une fréquence émotionnelle comparable, c'est là où ces deux âmes vont s'accorder. Et tu sais qu'on dit, en chinois, on dit Yanjing she Shinzong de Chuanru. Yanjing, c'est les yeux. Shinzong, c'est deux mots. Shin, c'est le cœur. Zong, c'est le milieu, le centre. Le centre du cœur sous-entend la vraie âme profonde. Chuanru, c'est la fenêtre. Les yeux sont la fenêtre de l'âme au fond du cœur. Donc, notre fréquence émotionnelle de notre âme se reflète aussi à travers le visage et à travers l'expression faciale émotionnelle. Et bon, la réponse a été grande, mais tout ça pour dire qu'on se correspond, c'est la raison pour laquelle ça a matché très rapidement. On s'est reconnu, quoi, en fait. On a la même fréquence, on se reconnaît, quoi. On s'est dit salut frérot. Salut frérot. Tu sais, il y a des gens comme ça, et il y en a, ils appellent ça la famille d'âme. Il y a des gens que tu croises, tu as l'impression de les connaître depuis une éternité alors que c'est la première fois que tu les vois. Et il y en a d'autres, ça match absolument pas. Mais là, pour le coup, effectivement, tu as raison. On s'est vu, on s'est reconnu. Voilà. Simple. Écoute, merci pour toutes ces réponses par rapport au quiz. On arrive à la fin de cette interview et j'ai 3 autres questions à te poser qui concernent ce qu'on appelle les croyances cadeaux ici dans Croyances. Et c'est justement des cadeaux que tu vas faire ici à notre audience en lien justement avec ce que tu fais au quotidien et qui touche plusieurs niveaux. Le premier cadeau que j'aimerais que tu fasses ici, c'est une pratique rituelle qui est une habitude gagnante pour toi dans tes journées. C'est-à-dire une pratique sans laquelle ta journée ne peut pas commencer ou tu te sens pas aligné quand tu ne fais pas ça. Alors ma journée pour moi commence avec 1 heure d'entraînement le matin. Wow, direct kung-fu et tout. Je me lève le matin. Si j'ai fait un week-end où il y a eu des repas avec des proches, où j'ai dépassé certains écarts, je ferai mon entraînement à jeun. Par contre, quand je suis le bon rythme, je vais d'abord manger correctement et ensuite prendre 1 heure. Et suivant mes besoins, mes envies, parce que je fais le compromis entre besoins, envie, discipline, projet, ça sera soit je vais m'entraîner 1 heure au kung-fu. Ça peut être à main nue, avec armes, ça peut être avec du cardio, de la souplesse, du combat, du sac aussi. Ou alors, je vais aussi aller 1 heure à la salle pour du renforcement musculaire. Donc, et à partir de là, même si t'as pas envie de le faire au début, t'y vas quand même. Quand t'as fini, tu te sens en forme physiquement et mentalement. T'as relâché sérotonine, noradrénaline, et là c'est bon, ta journée elle est partie. Et quand tu fais régulièrement, t'as l'amour propre de toi, c'est-à-dire tu sais que t'es en forme, tu te sens en forme physiquement, tu sens que ton esprit il est vif. Et quand t'es face à quelqu'un, tu sais que t'es compétent et pas parce que tu y crois, mais parce que tu l'es vraiment. Parce que qui tu es, ce que tu fais, devient qui tu es. Deuxième croyance cadeau, une croyance sur, c'est vraiment, là on va parler spiritualité, mais ta croyance spirituelle qui t'aide le plus. Bon, on sait que tu as parlé de bouddhisme et tout, mais est-ce qu'il y a une croyance dans tout ça, une croyance spirituelle qui t'aide le plus? En réalité, il y a une intelligence innée à l'origine de tout. Si tu veux, à différents moments de l'histoire, suivant la région géographique où on vivait, on a utilisé des mots différents pour dire des choses qui sont devenues différentes cultures et différentes religions. Mais quand tu regardes, le sens des mots est le même et la racine du truc est le même. Et on a une intelligence innée derrière tout. Imagine, on a une menthe religieuse qui ressemble à la feuille d'un chêne. Et cette menthe religieuse vit dans un chêne à côté des feuilles du chêne. Ça veut dire qu'elle a conscience de ce à quoi elle ressemble et de ce à quoi ressemble son environnement, puisqu'elle se trouve là. Aussi, si elle cherche à faire ça, c'est pour qu'on ne la voit pas. Si c'est pour qu'on ne la voit pas et se camoufler, c'est parce qu'elle a conscience qu'on veut la manger, qu'on veut l'attraper, qu'elle veut pas mourir et qu'elle veut vivre. D'ailleurs, tout ce qui vit a la volonté de vivre. Ça, c'est l'origine de l'âme. Nous, par exemple, on est fait d'environ, suivant les individus, de 50 000 milliards de cellules. Les 50 000 milliards de cellules, elles ont environ 1,4 volts. Quand tu regardes, on est près de 70 milliards de volts. C'est ça notre énergie aussi, ce qu'on appelle le chi en chinois, le ki en japonais, et des tas d'autres choses dans d'autres. Comment tu expliques qu'une cellule, elle sait si elle doit faire du cœur, du poumon, si elle doit faire de la peau, des yeux, du cheveu, du nez, de l'intestin, etc. Il est où le programme? Il est où l'Android, le iOS qui fait qu'elle le sait? Et quand tu regardes, nous, les êtres humains, pour s'organiser, c'est toute une galère de le faire avec 5, 10, 15, 20 personnes.
elles sont toutes en cohésion parfaite, en symbiose dans l'échange, les besoins des unes envers les autres. Donc tu vois, tout ça, ça existe puisque ça se passe. D'ailleurs, à chaque fois que je finis une phrase, je suis plus le même que quand je l'ai commencé, puisque pendant ce temps-là, j'ai des cellules qui sont mortes pendant que d'autres se sont renouvelées. Donc on ne meurt pas à chaque instant, c'est une vision défaitiste. On se renouvelle à chaque instant. Et oui, c'est parce qu'il y a commencement qu'il y a fin, certes, mais on se renouvelle à chaque instant. Et donc, quand tu vois cet exemple de la menthe religieuse ou des cellules qui savent tout ce qu'elles ont à faire, il y a une intelligence innée qui est à l'origine de tout. Donc, c'est de faire confiance au process. Mais c'est comme les gens qui croient au destin, qui se disent moi, j'ai rien à faire, de toute façon, il y a le destin. Ouais, mais mon ami, ton destin, c'est comme un arbre. Si tu veux, l'arbre, tu peux rester à le regarder toute ta vie. La table et les chaises, ils vont pas se faire tout seuls. C'est à toi d'aller, de choisir le plus bel arbre et de tailler ta table, tes chaises et le plus beau des meubles de la maison dedans pour créer ton existence. Donc, faut faire confiance à l'existence, à cette intelligence innée, mais en même temps, c'est aussi à nous de la créer. C'est de revenir finalement aux trois choses dont tu as parlé tout à l'heure, quoi. Vraiment l'âme, t'as dit quoi? L'âme, le corps et le dernier, c'était quoi? Les âme, corps et esprit. Âme, corps et esprit. Et c'est Si avec tu ça veux, la vie. l'âme, c'est ce qui existe à l'intérieur, c'est ce qui fait nous avant même qu'on naisse. Tu vois, quand on est dans le ventre, il y a déjà l'âme, ce désir de vie qui est là. Ouais. Ça, c'est l'âme. L'esprit, notre état d'esprit. Tiens, tout à l'heure, on a un podcast à telle heure, et puis après, il y a ça et ça. Tu vois, ça, c'est notre esprit. Et lui, il vit dans ce corps. Donc, les trois sont vraiment indissociables. Magnifique. Dernière croyance cadeau que j'aimerais que tu nous fasses ici, ta croyance sur le monde du futur ou de demain. Comment tu vois l'avenir? On peut se dire d'un côté, waouh, on est en train d'aller dans une direction qui est inquiétante. On sait qu'on puise dans les ressources, on voit bien ce qu'il en est de l'empreinte de l'homme sur la Terre, hein, du monde animal qui est en pleine disparition. Moi, enfant, quand j'allais au bord de la rivière chez mes grands-parents, j'attrapais des grosses libellules rayées noires, bleues, jaunes. Aujourd'hui, elles n'existent plus. Mes grands-parents pêchaient des truites et des brochets dans la rivière aujourd'hui. Et tu vois, j'ai une quarantaine d'années, donc si je vis 80 ans, je fais la moitié d'une vie. C'est la moitié d'une génération. En la moitié d'une génération, tu as la plupart des oiseaux, des insectes et des animaux sur Terre qui ont disparu. Quand tu vois l'impact de la pollution, de la surconsommation, etc., tu peux te dire, c'est super inquiétant. En même temps, tu as des choses hyper intéressantes. Tu vois ce qui s'est passé à Fukushima avec la centrale nucléaire où là, faut plus aller là-bas, c'est dangereux, on va tous mourir. Et tu sais quoi, il n'y a jamais eu autant de cerfs dans la forêt depuis que les gens sont interdits d'y aller, même s'il y a de la radioactivité. La vie s'est jamais autant épanouie à cet endroit-là que depuis qu'il y a eu cette catastrophe humaine. Et les centenaires qui étaient centenaires avant sont encore centenaires maintenant. Donc en réalité, c'est comme nous, ce qu'on respire pour vivre, hein, puisque d'ailleurs, la première chose qui nous maintient vivants, c'est ça. Toi, ce que je viens de faire, je viens pas de respirer, je viens pas d'inspirer, je viens d'oxygéner mon sang. Donc, ce que je viens de mettre dans mon sang s'appelle de l'oxygène. Tu remarqueras que ce qui s'appelle oxygène, ça commence par oxydé. Oxydé, c'est ce qui, quand même, consomme le métal. Et ça a été fait c'était en centaines de millions d'années ou milliards, là, j'ai plus le chiffre exact, par des bactéries. Et ce truc-là, il a tué tout le monde sur Terre. Et donc, cette bactérie qui a généré l'oxygène a permis que nous soyons là aujourd'hui. Donc, on peut se dire, oui, c'est quand même très inquiétant à juste titre pour les raisons qu'on a nommées précédemment. Mais en même temps, ce pouvoir de l'adaptation, du désir de la vie sur cette terre nous laisse aussi plein d'espoir. Eh bien, écoute, on va garder l'espoir et franchement, c'est un beau message que tu viens d'envoyer. J'aime les messages d'espoir et j'ai envie justement pour l'avenir qu'on envoie plus en plus comme ça de messages d'espoir et d'amour. Merci, vraiment, ça a été très, très riche. On arrive à la fin de cette interview. Un grand, grand merci, maître. Alors, pour les gens qui nous écoutent, je sais que tu as parlé de cabinet. Je sais aussi qu'il y a des livres derrière toi. Donc, quelle est ton actualité? Et surtout, s'il y a des personnes qui veulent venir travailler avec toi, comment ils font? Alors, effectivement, il y a un livre retraçant tout mon parcours qui s'appelle 3 ans à Shaolin, sorti aux éditions First le 5 octobre. Donc, c'est vraiment très récent. Le projet initial était de parler du fait que je suis l'unique occidental à y avoir vécu pendant 3 ans avant d'y vivre. Shaolin a 1500 ans d'histoire. Sur les 1500 ans d'histoire, je suis le seul occidental à l'avoir fait. Et le seul autre non chinois, c'était un japonais il y a 800 ans. Waouh! Eh ben.
dans tout ça, je parle aussi du process mental et expérience qui m'a amené à être champion du monde de BMX. Et quand je suis rentré en France, à entamer des études de médecine traditionnelle chinoise à 35 ans, là où les gens me disaient « Mais non, t'as 35 ans, trouve un CDI, fais crédit maison, promène le chien le dimanche ». Bien évidemment, j'ai été faire des études de médecine pour ouvrir mon centre Shaolin Yanyo, dans lequel je reçois les personnes sur rendez-vous, soit pour on va dire, tu as les gens qui ont des pathologies physiques, hein, des douleurs dos, cou, épaules, ou là on va aller sur du musculaire, articulaire, mais aussi également pour partager mes connaissances sur la méditation que j'ai pris à Shaolin, sur le kung-fu, que ce soit pour fortifier le corps ou l'autodéfense à main nue avec armes, aussi le tai chi et le qigong, qui est l'art de synchroniser la respiration avec des mouvements du corps qui sont basés sur la médecine traditionnelle chinoise pour faire circuler les flux dans les méridiens afin de nourrir les organes. Je mettrai tous les liens autour de la vidéo. Et du coup, avant de remercier tous les spectateurs qui ont regardé ce podcast jusqu'au bout, je te laisse le mot de la fin. Je soulignerai ce qu'on a dit précédemment, qui est qu'il vaut mieux écouter la voix que chuchote notre cœur plutôt que la voix que nous chuchote l'entourage. Et que un jour, on va tous mourir. Donc, je dis pas ça dans le sens, moi, j'ai pas peur de la mort, mais j'ai conscience qu'un jour, je serai plus là. Et le fait d'avoir conscience de ça fait que je me rends compte à quel point chaque instant est important, que chaque instant est un trésor et qu'il est vraiment essentiel de vivre pleinement son existence. D'ailleurs, essentiel, ça commence par essence. Essence, c'est l'origine de toute chose. Et si on se demande d'où vient l'origine de toute chose, il suffit d'écouter la fin du mot. Donc, si essentiel finit par ciel, essentiel, c'est bien là que ça se trouve. Et si c'est précieux, c'est bien que ça se trouve près des cieux. C'est donc tout en conscience de choses que chaque matin, on doit vivre pleinement notre journée et se dire comme si c'était la dernière, pas dans la peur, mais dans le bonheur de se dire « Waouh, chaque soir, c'est génial tout ce que j'ai fait aujourd'hui. J'ai encore avancé et je l'ai fait dans la bonne humeur. Je me suis exalté parce que 24 heures, on peut les vivre en faisant la tronche ou on peut les vivre avec le sourire, en faisant exactement les mêmes tâches. Donc, c'est donner le meilleur de soi-même avec le sourire chaque jour du matin au soir. » Eh ben écoute, merci, ça a été hyper inspirant. Je suis très reconnaissant et j'ai beaucoup de gratitude que tu sois passé me voir ici. Vraiment un grand merci. Les amis, un grand plaisir. Merci à toi. Les amis, vous retrouvez Croyance et tous les épisodes de Croyance tous les jeudis à 9h sur toutes les plateformes audio, streaming, podcast et le soir à 18h sur la chaîne YouTube parce que oui, vous pouvez regarder cette interview et je vous invite vraiment à regarder Michael et tout ce qu'il fait. Il a une aura autour de lui qui est extraordinaire. Merci Michael, merci pour ton temps. Merci beaucoup, c'est fut un vrai plaisir. Et merci. Je vous dis à très vite les amis.